Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Fan du crédit et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Laborde. Bonjour Ludovic. Bonjour Bruno. Côme Robet. Bonjour Côme. Et puis Ludovic Usieux, bonjour désormais Bruno. habitué de ce plateau, pour évoquer un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vois apparaître depuis déjà quelques années, mais qui s'est intensifié, c'est la notion de diversification d'activités. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diversification d'activités ? C'est des activités complémentaires, quelle que soit la façon et l'organisation qu'on lui donne, en plus de son cœur de métier qui, théoriquement, est l'intermédiation bancaire. Mais on pourra aussi évoquer des gens qui viennent sur l'intermédiation bancaire en diversification d'activités. Donc, forcément, pourquoi j'ai évoqué ce sujet et que je vous ai invité, et merci d'y avoir répondu favorablement, c'est la crise qu'on vit depuis maintenant 3-4 ans a accentué cette notion de survie, peut-être financière et économique pour certains, et puis pour d'autres, c'est aussi l'intérêt qu'on peut porter à avoir un champ des possibles avec le même client dans son environnement et de pouvoir lui proposer d'essayer de le capturer un peu plus, sachant qu'en général, on le passe la main sur d'autres acteurs, l'assurance, la banque, etc. Donc, cette diversification, elle se fait de différentes façons, par des silos, par de la compétence acquise, par de la compétence développée. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'on ait bien conscience qu'il y a des avantages à le faire, mais potentiellement aussi des contraintes, voire des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. Donc, je vous ai invité pour qu'on évoque tout ça très largement. On ne pourra pas rentrer dans le détail très profond, mais en tout cas très largement. Donc, je vais préalablement à ça, je vais vous demander de vous présenter, de présenter vos structures. Donc, Ludovic, Eloa, c'est ça ? Tu es bien connu pour Eloa, mais ceux qui te connaissent comme moi depuis plus longtemps te savaient sur d'autres structures. La parole est à toi. Merci Bruno de ton invitation. Et oui, je réfléchissais, ça fait 14 ans qu'on se connaît. Donc c'est pas mal quand même, oui. Ça commence. Il est désagréable dès le début. Alors on a au moins de cheveux gris et blancs, je te l'accorde. Mais on est toujours aussi beau, ça c'est le principal. Et la diversification, c'est marrant parce que Eloa, on l'a fait nous dernièrement. Et donc Eloa, on est éditeur de logiciels, avec notre premier logiciel qui est à destination des intermédiaires financiers, bancaires, qui sont les courtiers. Et on a lancé récemment Immobilité, un logiciel à destination des professionnels de la vente de véhicules. Et aujourd'hui, Eloa, c'est 1200 sociétés clientes à peu près, et plus de 22 000 utilisateurs professionnels de nos deux solutions. Juste pour rappeler, puisque les éditeurs de logiciels, il y en a quelques-uns, même s'il y en a moins qu'il ne fut, le concept par rapport à ce qui pouvait exister sur place, c'est de partir vraiment de l'expérience client pour pouvoir ensuite développer tout le parcours et la gestion de la relation. Exactement, ouais. Le client est centré. Alors derrière, bien sûr, il faut les outils métiers, puisque c'est le professionnel qui utilise le logiciel, bien entendu. Et c'est en ça où notre force aussi, c'est d'avoir pu développer les 4 parcours intégrés. Donc, quand tu parles de diversification, on le sait depuis le départ, puisque c'est le parti pris, immobilier, RAC, crédit professionnel et crédit conso. D'accord. Écoute, ça servait à quelque chose quand même que je te connaisse depuis 14 ans. C'est bien repris. Côme. Alors moi, ça fait pas 14 ans, mais j'ai quand même le droit de m'exprimer. Non. Côme Robet, je suis courtier, président de la CNCF Crédit, association agréée par la CPR, qui fait partie du groupe CNCEF, qui est une jeune dame qui va bientôt avoir 70 ans, qui était la première organisation professionnelle, qui regroupe plusieurs domaines, ce qu'on appellerait les conseillers financiers autour de l'assurance, de l'immobilier, du crédit, de la fusion-acquisition. Notre rôle, c'est avant tout de pouvoir représenter, fédérer, d'accompagner, de former. Et ça représente aujourd'hui plus de 13 000 professionnels. Et tu évoquais courtier en opération de banque, mais je crois aussi que tu as une expérience pas si lointaine, ou peut-être même encore active, dans l'immobilier, dans la gestion de patrimoine. J'ai eu, mais je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure, mais effectivement, j'ai eu une agence immobilière et un cabinet de courtage, d'où la thématique du jour sur la diversification. Et j'ai pu voir la plus-value pour les clients que ça peut apporter. Ludovic, Artemis Courtage, cofondateur,
Pareil, parle-nous un petit peu de ça, présente-toi un peu sur le groupe Artemis, toi-même aussi. C'est une entreprise que j'ai cofondée en 2009, qui a été donc une pure création avec 5 associés. Donc on était au départ 6 dans un bureau rue de Miromesnil, et on a grandi d'abord par croissance organique, par recrutement, par ouverture aux alentours de notre première zone de chalandise, Paris-Île-de-France. Et puis, on a continué de grandir, notamment en faisant l'acquisition de réseaux indépendants locaux. Donc, on a procédé à une douzaine d'acquisitions depuis 2017. Et aujourd'hui, Artemis, c'est une centaine de bureaux, un peu plus de 500 collaborateurs. Et donc, à l'origine, courtier en crédit immobilier et en assurance emprunteur, mais par le biais des acquisitions ou de la stratégie et des ambitions, on a aussi procédé au développement de notre offre produit, et on s'est diversifié dans pas mal d'autres services financiers. Oui, c'est ça, sans faire de publicité particulière. On peut parler de la gestion de patrimoine aussi, on peut parler de l'assurance, mais plus largement que l'assurance emprunteur, etc. Oui, alors oui, parce qu'on fait en plus partie d'un groupe qui s'appelle Odéalim, et qui est lui leader en France des assurances immobilières, de la verticale immobilière, donc tout ce qui est MRI, GLI, PNO, c'est beaucoup d'acronymes, mais multirisque immeuble, gestion locative, propriétaire non occupant, toutes ces assurances-là sont en courtage dans le groupe. Et nous, donc Pôle Crédit Artemis Courtage, on a aussi diversifié nos activités, soit au gré des acquisitions, parce qu'il y avait une activité annexe dans les acquisitions qu'on a menées, et qu'on a soit développée, soit cofondée, soit parce que effectivement on a aussi procédé à des acquisitions de diversification pour pouvoir adresser une réponse plus globale à nos clients qui viennent nous voir, on va dire, de façon primaire pour un crédit immobilier ou pour une assurance, et qui réitérait, ça se fait souvent comme ça, nous recontacter pour d'autres sujets qui touchaient soit à d'autres assurances, soit à la gestion de leur épargne résiduelle, soit à l'envie d'acheter, défiscaliser, acheter un appartement dans le neuf, etc. Et toutes ces activités, évidemment, on a un carnet de route et un BP, mais il y a aussi eu des opportunités qui se sont créées au fur et à mesure des demandes qu'on nous a faites, exactement. Eh ben merci. Alors ça tombe bien puisque tous les trois vous répondez totalement. Oh quel heureux bazar à cette problématique. Problématique non pas en termes de problème, mais en termes de sujets posés. Alors j'ai évoqué tout à l'heure que une des causes principales de la diversification était souvent une cause d'opportunisme ou de réaction par rapport à un contexte. On peut pas l'ignorer. C'était vraiment le cas, notamment sur des métiers assez proches du nôtre de courtier immobilier à l'origine, mais enfin en crédit immobilier, on pourrait parler effectivement, comme tu l'évoquais, ou Ludovic, sur le crédit conso, le crédit pro, etc. Est-ce que c'est vraiment la distribution d'assurance? C'est arrivé très vite et depuis longtemps, notamment sur l'assurance emprunteur. Est-ce que c'est vraiment des activités connexes? Est-ce qu'on y vient généralement par obligation, par survie, ou est-ce qu'on y vient avec une vraie stratégie d'évolution? Est-ce que vous m'avez tous évoqué sur la notion de la relation clientèle et du service client global? Je suis pas certain que ça soit la majorité des cas chez nos confrères. Comment tu l'as vécu, toi, cette diversification, comme tu nous le disais là? Sur l'assurance emprunteur? Alors sur l'assurance emprunteur, puis sur les autres silos que tu évoques. Alors sur l'assurance emprunteur, parce que c'est naturellement en général le premier produit de diversification pour un courtier en crédit, nous on l'a vécu comme une aide à la vente, en réalité, à la concrétisation d'un dossier. C'est un marché qui est aujourd'hui très majoritairement entre les mains des groupes bancaires assurances, qui distribuent encore à peu près 80% des affaires nouvelles en assurance emprunteur. Et pour nous, ça a été surtout une aide à la concrétisation des dossiers. Pour être mieux-disant sur un dossier de crédit immobilier dans sa globalité, il fallait pouvoir aussi proposer une assurance déléguée, individuelle,
qui faisait que l'économie globale sur le dossier te faisait remporter le dossier par rapport à un autre établissement bancaire ou par rapport à un autre courtier. Donc là, ça a été vraiment par pure opportunité, et c'est finalement la première diversification. Elle s'est faite naturellement parce que à l'époque, il n'y avait pas vraiment en tout cas à l'origine, en 2009, il n'y avait pas vraiment d'agrégateurs ou de courtiers grossistes. C'était les compagnies qui venaient nous voir directement, leurs services d'inspection, d'animation, et on avait des codes dans chacune des compagnies pour justement, et ce sera une transition pour Ludovic, on devait effectivement ressaisir l'intégralité du dossier, le faire autant de fois qu'il le fallait, en fonction du nombre d'assurances, du nombre d'assurés. C'était quelque chose d'un peu artisanal, mais en tout cas, c'est la première porte d'entrée à la diversification, et c'est comme ça que nous, on y est arrivé. Alors, on reviendra sur ce sujet-là, puisque j'ai dit qu'il y avait des organisations dans la diversification qui sont différentes. Je te reposerai ces questions un peu plus loin dans la table. Donc, tu passais le relais très facilement. Alors, j'ai des mal parce que c'est deux Ludovic. Donc, à Ludovic, sur ce sujet, toi, tu l'as vu, on se connaît, on l'a dit. Tu l'as vu depuis longtemps, cette notion. Et là, pas par opportunisme, mais pas simplement pour effectivement avoir une offre plus large qui réponde aux attentes du client. Tu as commencé par le voir d'un point de vue outils, gestion commerciale, puisque ce sont tes origines professionnelles, mais derrière, tu as vite et rapidement développé d'autres outils qui allaient dans ce sens-là. Ça s'est passé comment, ce sujet, cette bascule? Ouais. Du coup, moi, je suis plutôt éditeur de logiciels à la base. Mon parcours, c'est le développement informatique. Oui, mais tu as été courtier aussi. Et pour comprendre ce métier, bien sûr, il faut faire le métier à un moment donné. Et donc, en 2014, on a créé le courtier lepartenaire.fr, qui est un portail qui existe toujours. Et on avait pris un parti qui était de se dire, on va y mettre de l'annonce immobilière, puisque la première recherche, la première attention et le premier besoin, c'est changer de bien immobilier ou d'acheter un bien immobilier, et puis derrière de pouvoir apporter le parcours des solutions qui vont avec, qui sont le financement et l'assurance. Et donc ça, dès 2014, on avait créé cette activité et qui nous a permis d'avoir un process et un parcours client qui est un peu différenciant, mais qui permet d'avoir aussi de la diversification, bien sûr, et un panel de services qui est déjà intégré. Donc ça, c'était notre premier parti pris. Beaucoup ont essayé. C'est pas le plus simple, puisque mélanger les métiers, souvent, c'est un peu plus compliqué. Il faut mieux avoir une verticale qu'on creuse et après de pouvoir se diversifier autour de sa verticale, mais on maîtrise déjà bien un sujet. Je pense là, à l'époque, on était un peu trop tôt. Peut-être pas assez dans une verticale pure pour pouvoir adresser l'ensemble de ce parcours et de ce process. Ça nous a pas empêché de continuer à essayer de trouver des solutions intéressantes. Et à l'époque, en faisant l'activité de courtier, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une partie des emprunteurs qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un apport conséquent pour pouvoir acheter un bien immobilier. Et donc, là, le crowdfunding, et je me rappelle, je t'ai beaucoup posé de questions à l'époque, on a beaucoup échangé là-dessus, et avec Laurent Denis, c'était de se dire comment on peut proposer ou avoir une plateforme qui permet d'avoir de l'apport pour pouvoir accéder à la propriété. Donc, on avait lancé Devenez Proprio, bien sûr, qui était cette plateforme de dons, alors plutôt la cagnotte entre copains, au lieu de faire la cagnotte pour l'anniversaire, pour le mariage, pour le baptême et autres, et ben c'est la cagnotte pour dire, tiens, on veut acheter un bien, est-ce que vous voulez nous accompagner, participer, au lieu d'acheter après une babiole quand on a emménagé, puisque tout le monde a déjà emménagé maintenant avant d'habiter ensemble, donc on a moins besoin d'avoir d'objets, de déco et autres. Et ben c'était de se dire cette cagnotte-là. Alors, on était monté quand même à plus de 300, 400 000 euros quand même de dons. Je crois que le crowdfunding en France n'a pas été une vérité absolue, si j'ai dans ma mémoire. Mais en tout cas, c'était un des axes aussi différenciants et diversification pour dire comment on peut continuer à amener des solutions aux clients. Voilà, le client, sa première recherche, on le sait tous sur la table, c'est d'abord acheter un bien. C'est pour ça qu'il va rencontrer après la suite du parcours pour pouvoir acheter ce bien. Mais son kiff, c'est le bien immobilier. C'est sa maison, son appartement. Et derrière, il doit passer par des professionnels pour pouvoir accéder à cet emménagement. Et donc, c'est là où le client, pour moi, a toujours été la pierre centrale, quoi qu'il se passe, puisque c'est lui qui a besoin de solutions. Et donc, en tant que professionnel, il faut lui apporter des solutions aussi bien sûr humaines, parce que c'est le conseil, c'est l'intelligence humaine, mais derrière, toujours avec de la tech. Bien sûr. Et donc, du coup,
La prolongation technologique de ça, c'est la constitution, parce que tu n'avais pas trouvé sur le marché d'outils qui répondent vraiment à ta vision avec le client en pierre centrale. Et du coup, la création d'un outil qui va aujourd'hui sur d'autres marchés, comme tu l'évoquais, des marchés qui touchent au crédit, mais aussi des marchés qui vont aller jusque le changement de véhicule. Les travaux, les rénovations. En fait, vous avez aujourd'hui, avec le financement, vous pouvez toucher tout type de marché. Et donc l'avantage, c'est que quand on maîtrise une plateforme, des outils et qu'on a des conventions bancaires et des partenaires bancaires et des attentes de professionnels et de clients finaux, on doit proposer d'autres solutions. Le crédit immobilier, c'est très bien parce que voilà, c'est important d'accompagner les emprunteurs sur l'obtention d'un bon crédit, avec des garanties, des éléments qui sont cohérents avec leur capacité de financement et pour la suite de leur avenir. Mais derrière, de pouvoir proposer tout type de solutions, puisque un projet de vie s'arrête pas à l'achat d'un bien. En tout cas, on continue à vivre et continue à emprunter pour pouvoir aussi grandir, acheter sa voiture, aménager, faire de la rénovation, agrandir sa maison, etc., etc. Il y a plein de belles possibilités dans la diversification. Eh ben, on va rentrer dans la partie avantage de ça. Justement, comme tu disais, c'est un avantage. Toi, quand tu avais construit ton organisation sur Nantes, c'était effectivement, c'était ça. C'était de dire, le client vient me voir. Avant tout, j'ai réussi à le convaincre et à lui donner confiance et à gagner sa confiance. Et du coup, derrière, il vient me revoir et je suis un petit peu frustré de ne pas pouvoir l'accompagner sur d'autres projets. C'est un peu ça ? C'était totalement ça. Je crois que là, on a eu des visions commerciales pour comment arriver à l'assurance emprunteur. Il y a déjà aussi la partie réglementaire qui a évolué, notamment si je reprends le sujet de l'assurance emprunteur, où il y a des points de blocage qui ont sauté progressivement et qui ont permis aussi au marché de pouvoir aller sur cette thématique-là. Mais je crois que notre métier évolue beaucoup et que la notion de conseil et non pas... comme on a pu avoir longtemps du courtier qui était un peu juste le chasseur de taux, aujourd'hui revient ou en tout cas vient à cette notion de conseil. Et quand on accompagne un client pour la recherche de son bien, il nous fait confiance. Et cette confiance que parfois même le banquier n'arrive plus à obtenir, nous on la conserve même une fois la signature faite. Et c'est effectivement parti de ce constat où ces gens reviennent, soit pour un autre projet, soit à se dire est-ce que vous pouvez m'accompagner sur l'assurance emprunteur, ou aujourd'hui on avait utilisé nos 50 000 euros d'apport, il faut qu'on se reconstitue de l'apport. Est-ce que vous pouvez nous apporter des solutions, parce qu'on est un peu démunis sur ces solutions. Et l'idée était donc de pouvoir apporter cette solution, de faire monter certains membres de l'équipe qui souhaitaient, parce qu'il faut aussi avoir la compétence, et pour moi, ça passe par la formation. C'est un domaine qui est extrêmement important. S'il n'y a pas de formation, la diversification restera compliquée. Et ce qui concerne la transaction, c'était d'apporter un service supplémentaire. Et pour moi, là où il y a un point de bascule important, c'est est-ce que c'est une personne qui fait tout, ou est-ce qu'on se spécialise ? Et quand on regarde un peu les réseaux bancaires, d'ailleurs, on en voit qui restent très généralistes, et d'autres qui ont décidé cette spécialisation. Je crois que, et on le voit très bien à la CNCF, aujourd'hui, quand l'ensemble des adhérents, qui font parfois pas le même métier, on a des CGP, des courtiers en assurance, des courtiers en crédit qui se rencontrent, parfois ils se regardent un peu de loin, et ils se rendent compte qu'ils ont plein de synergies possibles. Et surtout, ils ont parfois la possibilité de se dire, mais en fait, c'est intéressant aussi ce que fait l'autre. Pourquoi moi, je ne le ferai pas ? Parce que j'ai la confiance de mon client. Donc, pour tout ce qui est gestion de patrimoine, assurance et autres, on voit qu'on a des gens et des courtiers qui souhaitent évoluer. Parfois, la marche est un peu haute, et donc c'est à nous de les aider. Et puis, la partie transaction, elle est un petit peu, pour moi, de côté, où on a besoin, notamment d'un point de vue du devoir de conseil, que le client comprenne bien à qui il a affaire devant lui. Et ça, c'est aussi notre rôle à la CNCF, d'accompagner sur ces thématiques-là et de former. Le réglementaire n'a rien de sexy, mais il nous permet de sécuriser nos business. Alors, je reviendrai à plusieurs reprises sur certains de tes propos, sur le sujet de oui ou non, un seul ou plusieurs. Pour faire le parallèle, et puis je vais forcément aussi interroger Ludovic là-dessus, pour faire le parallèle,
on a tous en tête des expériences bancaires qui sont justement d'essayer de concentrer avec des fortunes diverses sur ces initiatives-là. À trop vouloir, le vieil adage, à trop vouloir embrasser, on étreint mal. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur ce sujet-là aussi qui se pose à nous, intermédiaires bancaires, ou est-ce que on bascule effectivement sur des experts, comme vous l'évoquiez, ça peut exister, et à ce moment-là, c'est le problème de la transition du client qui est pas toujours évidente, parce que effectivement, dans une petite équipe ou dans une équipe modeste, de réussir à intéresser les gens sur ce que fait l'autre, c'est bien. Ça peut effectivement faire grandir et donner même à la limite une sorte de team building sur l'équipe. Mais quand on a un réseau, quand on a des gens qui sont sur des structures plus importantes, je pense qu'il y a une sorte de, peut-être de frustration ou en tout cas une volonté de conserver le client intégralement. Et on le voit bien également dans les banques, quand ils font appel à un spécialiste d'une plateforme de gestion de patrimoine intégrée et où on sait qu'on va déposséder l'agence d'une partie de son produit net bancaire, donc on le passe pas si facilement que ça, ou on y va à reculons. Ça, c'est des sujets qui, à mon avis, sont importants pour nos auditeurs de savoir les risques que l'on a dans chacune des situations. Comment tu l'as géré, toi, ou comment tu le gères sur Artemis ? Deux choses. Alors, en termes de diversification, on essaye quand même de rester dans des sujets qui viennent compléter des réponses à des questions de services financiers ou de finances personnelles. C'est-à-dire que la diversification, elle n'est pas poussée chez nous et nulle part ailleurs, en tout cas dans les réseaux de courtage, sur des, sans grossir le trait, mais on fait pas de téléphonie, on fait pas d'alarme, voilà, ça reste des services financiers. C'est le premier point. Et c'était un petit clin d'œil aux banques, c'est ça ? Oui, non, mais je veux dire, le temps disponible, il n'est pas infini dans les réseaux en termes d'animation et au niveau des conseillers financiers, on n'a pas une culture du bâton. En réalité, on essaye d'apporter un service complémentaire à nos clients. Et nous, on est plutôt, en tout cas chez Artemis, on est plutôt dans l'indication d'affaires ou dans la passe décisive. C'est-à-dire que les experts, ils sont dans d'autres sociétés qui sont des sociétés filiales, sœurs, enfin peu importe. Mais c'est pas le conseiller financier en courtage en crédit en assurance qui va s'occuper de commercialiser un appartement en VFA ou qui va s'occuper d'un placement financier ou qui va faire un prêt professionnel. On a des experts dans chacune des activités et c'est plutôt de la mise en relation, de l'indication d'affaires qu'un conseiller financier omnipotent, multi-activité qui serait spécialiste de tout cela. Tout et de rien. Quoi. Exactement. Quand on est spécialiste de tout, en réalité, on est juste un généraliste. Donc, on essaye de bien faire notre métier par socle, par activité, et de mettre en relation quand il y a des opportunités ou que les clients font la demande, parce que en réalité, on peut répondre aujourd'hui à quasiment toutes les problématiques de financement et d'assurance sur la verticale immobilière et sur la verticale placement, collecte, gestion de patrimoine. C'est, et sans trahir les secrets professionnels d'entreprise, c'est quelque chose qui en général est aussi générateur de commissions supplémentaires ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment insuffler une sens de la relation clientèle et du service client, parce que on peut avoir le risque, là aussi je parle de risque, mais c'est humain, c'est de se dire je vais pas aller m'intéresser à tout, puisqu'au bout d'un moment je fais ça pour rien, donc comme tu le dis, on n'a pas 24 heures disponibles pour pouvoir faire du business. En réalité, un peu les deux. Par expérience, et la vérité du lendemain est toujours plus simple. Non, mais ça nous a aidé à traverser la crise du crédit qu'on a connue là, grosso modo entre 2022 et 2024. Et c'est toujours plus sympa de pouvoir consacrer un peu plus de temps à d'autres sujets que l'immobilier quand les banques ne veulent plus prêter d'argent, et ça a été le cas pendant quasiment 2 ans. Mais quand je disais que le temps n'est pas étirable à l'infini, à un moment où on est en reprise, en consolidation sur un exercice 2025 qui est très bon,
en réalité, tu t'aperçois que l'allocation du temps par tes équipes de conseillers financiers, elle se fait en fonction de ses propres priorités et de ses propres bases de chiffre d'affaires commissionnables. Tu vas quand même assez naturellement, même si tu peux donner un coup de main. Sur ton cœur de métier. Voilà, tu reviens sur ton cœur de métier, pourquoi tu as été formé, pourquoi tu as été recruté, ce que tu sais mieux faire. Et évidemment, tu n'es jamais ennemi de tes intérêts et de pouvoir pousser un produit ou faire une indication d'affaires à la demande de tes clients. Mais quand le business revient, notamment sur la partie crédit, assurance, emprunteur, c'est là que tu mobilises tes forces et ton temps a plus haute valeur ajoutée. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt, de ma propre expérience, quelque chose d'assez défensif qui t'aide à passer les gros temps et les périodes un peu compliquées, mais qu'en réalité, une fois que tout ça se réaligne, c'est des activités connexes et c'est des services que tu pousses et que tu offres en réponse à des demandes de tes clients. Je reviendrai vraiment là-dessus. Mais comme toi, tu l'as vécu en tant que chef d'entreprise, opérateur du marché, etc. Mais en tant que CNCEF, vous avez quand même des chambres consulaires qui sont diversifiées, ou je ne sais pas si ça s'appelle ça des chambres consulaires d'ailleurs, mais qui sont chacune sur leur... à la rigueur, consulaire non, mais... Donc vous avez des chambres sur chacun de ces pans d'activité. Est-ce que ça signifie que vous aussi, vous avez vos spécificités, ou est-ce que il y a une incitation à partager et avoir des points de rencontre, y compris au niveau des représentants associatifs? Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que depuis 1957, il y a toujours eu cet ADN d'avoir l'ensemble de ces métiers. Et on n'a pas attendu la réforme du courtage pour parler IOBSP, pour parler IAS. En 57, il n'y avait pas de IOB. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà depuis 2010, c'est des sujets qui étaient déjà évoqués. Donc, le CGP, qui est un peu multistatut, avait l'habitude de traiter cette diversification. Et comment on le voit, nous, aujourd'hui, c'est que tu parlais de chambres potentiellement consulaires. Ce que je vois, c'est surtout que les cloisons sont en train de sauter et que même nous qui sommes organisés avec un président, un conseil d'administration, on travaille tous main dans la main parce qu'il y a véritablement des synergies et des ponts qui se créent entre nous. Et c'est ça, pour moi, la grosse évolution de ces dernières années. Effectivement, comme le disait Ludovic, les 2 dernières années qu'on passait, beaucoup sont allés sur cette diversification en se disant le crédit aujourd'hui c'est plus compliqué et donc c'est une manière, on va pas se le cacher, de gagner un petit peu plus. Forcément, nous on est en appui pour éviter les dérives à ce moment-là, puisque la réglementation aujourd'hui est importante. On va en parler juste après, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a des sujets, il y a des contrôles qui sont de plus en plus... qui étaient des contrôles, des visites de courtoisie qui le sont de moins en moins, donc avec aujourd'hui des amendes possibles et autres. Donc forcément que la réglementation a un enjeu, mais elle ne doit pas être non plus anti-business. Donc nous déjà, au sein de la CNCEF, on fait véritablement ce travail d'interprofessionnalité, on y croit beaucoup. On va à la rencontre de nos adhérents partout en région pour mettre en lien l'ensemble de nos adhérents, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils échangent sur le business, parce que c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez nous, c'est la possibilité d'avoir des très grands réseaux, mais aussi du courtier indépendant, des réseaux de mandataires. C'est ça qui fait cette richesse-là. C'est ces gens qui, d'un coup, il y en a qui ne font que du courtier en crédit, qui rencontrent quelqu'un pour faire du prêt pro, un autre qui se dit pourquoi pas la gestion de patrimoine et qui nous sollicite en disant est-ce que vous connaissez pas des cabinets à reprendre. Donc c'est vraiment ce lien et nous on est forcément pour tisser ce lien au maximum et on est là pour ça, on n'est pas que une chambre réglementaire, on est surtout des hommes et des femmes, surtout des femmes d'ailleurs, à la CNCEF, mais qui mettons en relation de plus en plus. Voilà. Et on nous sollicite de plus en plus, c'est-à-dire que la réglementation est un pan qui fait peur, mais on sent une professionnalisation sur ce domaine-là. Ludovic, toi, tes clients qui viennent, ils viennent par un canal ou ils viennent au contraire chercher un outil qui leur permet d'avoir plusieurs canaux?
en général. C'est un canal et après, il découvre le reste ou c'est tous les canaux? Parce que je sais qu'il fait tous les canaux. Beaucoup souscrivent directement à tous les canaux. D'accord. Ouais, directement. Alors même s'ils mettent par étapes la mise en place de process, de collaborateurs qui vont pouvoir gérer tous les types d'accompagnement, de services de prêt. Mais en tout cas, la plupart viennent avec l'ensemble, puisque voilà, ils pensent qu'ils ont un intérêt global à pouvoir proposer ce type de solution à un moment donné pour accompagner les clients dans leur projet de vie. Donc ça, c'est le premier axe, qui est assez important et assez fort. Moi, ce que j'entends, et je le comprends très bien, et nous, on le pousse depuis des années, c'est le client final. Et j'essaie de le faire que ça soit un peu érigé en loi universelle chez les courtiers, c'est d'avoir un espace client qui soit bien construit et qui ait le sens des services dont le client va avoir besoin par la suite de ses évolutions de vie. Un espace emprunteur, c'est logique pour avoir un échange avec le courtier pour monter son dossier, ou même en gestion de patrimoine et autres. Un espace client, on va dire, dans sa globalité. Mais je pense que le client, on oublie que le client est comme nous, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, qui va sur Internet, qui sait souscrire un produit d'assurance, une offre de financement, un service annexe et autres. Et donc, en fait, pourquoi ne pas s'appuyer sur le client final pour lui amener cette diversification? Puisque clairement, en tant que professionnel, on ne peut pas tout savoir, tout connaître. Ça, c'est une certitude. Et la réglementation fait qu'à un moment donné, on devoir de conseil, on peut, pas parce qu'on veut mal faire, mais il suffit qu'on peut avoir un oubli qui fait que ça peut avoir un impact un peu laborieux et un peu compliqué pour notre business. Tandis que le client, si on met à disposition des parcours avec l'ensemble de la documentation, l'argumentation et des éléments clairs et bien définis, il va souscrire. Il va faire sa propre démarche, puisque s'il est satisfait de son accompagnement, il va vouloir continuer à suivre et à vivre avec vous. Et lui, il peut tout naturellement pouvoir souscrire à des services, à des produits, à des solutions. Et c'est là, ça fait des années nous, qu'on pousse ce changement de paradigme, on va dire, où le courtier, des fois, a un peu plus de mal en disant « mais si je ne l'accompagne pas, peut-être que ça va pas être compris, ça va être mal perçu ». Mais non, il y a des produits aujourd'hui où toute l'intelligence d'un courtier, son devoir de conseil, doit se focus sur des gros projets patrimoniaux, acheter un bien, un investissement, faire un regroupement de crédit, un crédit professionnel, ça c'est vraiment du conseil, de l'intelligence et du savoir-faire qui est important. Mais c'est derrière sur la souscription peut-être de certains produits d'assurance, comme une assurance habitation, qui est une diversification directe et concrète quand on va acheter un bien immobilier, ou une PNO, ce genre de choses où on peut souscrire tout seul, le client peut souscrire tout seul, et vous, parce que vous l'avez mis dans votre environnement à vous dès le départ, ils sont sécurisés, vous avez choisi les bons produits, vous avez fait un beau parcours, et la diversification est en place. Et donc, qui diversification dit marge aussi, parce qu'on est une des sociétés, donc il faut faire aussi du business, de la marge, du chiffre d'affaires, et continuer à faire le bon mix de l'accompagnement client avec les services, des bons produits qu'on va choisir et qui vont être pertinents pour lui. Et derrière, ça va générer tout naturellement du chiffre d'affaires et de la marge. Alors, j'entends sur la partie là-dessus, et puis je répète, on va vraiment parler de réglementation parce que c'est un sujet sur lequel on est forcément... on n'est pas obligé. Non, mais on est forcément attendu. Par contre, je rebondis sur ce que vient de dire le premier Ludovic et je viens vers le deuxième Ludovic. C'est bien, effectivement, d'aller proposer des sujets. Après, on a quand même une réalité aujourd'hui qui est celle de nos partenaires et que est-ce qu'on est encore un peu enfermé par nos partenaires sur des sujets? On voit bien le sujet de l'assurance emprunteur qui, à force de lois et à force de plusieurs constats et désormais à force de sanctions, est en train de faire bouger quelque peu les lignes. Mais bon, le monde bancaire a quand même encore 83 ou 84% de parts de marché sur l'assurance de prêt. Quand on commence à aller sur de la PNO, sur de la MRH, multirisque habitation, etc., on se heurte rapidement aussi à des projets et à des discussions avec nos partenaires bancaires. Tu le rencontres encore aussi sur ce genre de choses-là, ou c'est des sujets qui sont plutôt traités par une autre branche du groupe, et puis ça vous regarde pas trop, entre guillemets? Non, mais en réalité, on essaye de ne pas être frontal sur des produits qui sont des à côté du tirage des crédits dans les banques, typiquement la MRH. Bon, pas grand intérêt pour nous, c'est un peu le marronnier chez les banquiers, ils adorent faire ça en même temps que le tirage du crédit, parce qu'il faut de toute façon que tu aies une attestation MRH le jour où tu vas chez le notaire, donc c'est très bien. Pour le reste, on s'interdit rien, en réalité, à partir du moment où ça répond à une demande du client, on n'est pas
nous, on ne travaille pas ces produits en silo, c'est-à-dire qu'on n'est pas mono-opération avec un rappel de toute notre base client pour savoir s'ils ont besoin d'un contrat d'assurance vie ou d'un PER, parce qu'on est au mois de décembre. C'est pas le cas. C'est plutôt les clients qui viennent nous revoir et qui nous sollicitent pour le placement d'un peu d'épargne résiduelle, 2-3 conseils sur des sujets qui peuvent être connexes au crédit immobilier. Et quand on est en limite d'expertise, on pousse vers d'autres filiales du groupe, mais en réalité, il n'y a pas de démarche agressive vis-à-vis de nos partenaires bancaires. Ça n'a jamais été le cas, ce ne sera pas le cas demain non plus. Donc, chose promise, chose due, réglementation. Plusieurs métiers réglementaires et réglementés. Dit plusieurs réglementations, dit plusieurs façons d'aborder ce sujet-là. Comme tu le disais, ces visites sont plus forcément de courtoisie. On peut aussi s'en féliciter parce que ça veut dire qu'ils viennent sur le terrain, nos autorités de supervision. Mais en l'occurrence, c'est peut-être pas toujours avec les mêmes intentions que celles qu'on leur prêterait ou qu'on voudrait leur prêter. Dans tous les cas, comment est-ce que tu consultes, toi, comment tu es consulté sur justement cette approche des différentes réglementations? J'ai tellement vu de trucs insensés se faire chez certains, et c'est pas à vision mal, hein, c'est simplement parce que effectivement on répond à une demande du client. Mais aujourd'hui, un truc tout bête quand même, c'est je fais de l'indication d'affaires en immobilier, la loi Allure elle est claire, c'est dès la deuxième indication d'affaires en immobilier, normalement aujourd'hui tu deviens professionnel potentiel de l'immobilier. Donc ça veut dire que tu dois avoir les compétences Allure, que tu dois avoir tous les éléments, faire tes formations continues, etc. Je suis pas certain que le marché aujourd'hui soit embarqué là-dessus, et surtout, je suis même pas certain que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les partenaires eux-mêmes qui te délivrent ces validations, eux-mêmes soient totalement en règle par rapport à ça. On est dans une sorte de flou par rapport à ça, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est précis, mais où le marché ferme un peu les yeux Je sais pas où tu mets le flou et le net, ça dépend des acteurs. Je sais pas, c'est vers toi que je me tourne. Il est évident d'une chose, c'est que la réforme du courtage, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, permet aujourd'hui en tout cas de faire une cartographie des acteurs et de, même si le mot est pas très sympa, de contrôler les acteurs du marché. Et par-delà, permettent aussi de sécuriser les relations avec les partenaires bancaires, même s'ils ne l'ont pas encore complètement compris. Ils commencent aujourd'hui à se dire nous sommes une profession aujourd'hui réglementée, ils l'entendent, ils ont besoin de savoir comment nous, associations professionnelles, on fonctionne, quelles sont nos prérogatives, et de plus en plus de banques viennent sur ce sujet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, les courtiers, j'ai rarement rencontré des courtiers qui me disent « j'adore le réglementaire. C'est pas ma passion, j'en rêve pas toutes les nuits, moi non plus. Pour autant, elle est nécessaire et je pense que le digital doit permettre d'aider justement dans la compréhension, mais aussi dans la mise en place. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui utilisent un Excel, des formats papier, et ça peut être très bien fait. Mais du coup, cette réglementation peut paraître lourde parce que y a tout un process qu'on appelle, nous, à la CNCF, un parcours client. Quand on met une fiche d'entrée en relation, un mandat, certains réseaux appellent une confirmation de mandat, d'autres un rapport de mission, peu importe la terminologie. Mais rien que ces 3 documents ne sont pas toujours compris par les acteurs et on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont peu développés. Alors, il y a des réseaux qui ont la possibilité, eux, de faire cette formation en interne pour faire monter la compétence. Et puis, il y a nous, où on met à disposition un kit réglementaire. Aujourd'hui, on est très sollicité. On met à disposition des rendez-vous en visio pour faire monter en compétences et puis plein de webinaires. Mais on sent qu'il y a un vrai besoin. Le mandat, il y en a beaucoup qui ne l'ont jamais lu. On a de plus en plus de personnes qui reviennent vers nous avec des questions vraiment très précises juridiquement. Donc ça signifie on doit continuer, nous, associations professionnelles, à faire de la pédagogie sur cette réglementation. Elle est nécessaire, elle peut être considérée comme contraignante, mais elle est aussi là pour sécuriser notre business. Elle doit évoluer.
et c'est aussi notre rôle là avec nos autorités, que ce soit la DGT, que ce soit Bercy, que ce soit la CPR, de continuer à faire progresser les pratiques de marché, de peser, parce que on sait très bien que nos politiques ou l'Europe arrivent encore à nous sortir parfois des choses assez drôles. Et donc, une notion de ton humour, moi, qui me dépasse parfois. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on vient de plus en plus sur ce sujet parce que au début, c'était on paye une cotisation supplémentaire, mais on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est oui, en fait, et même les réseaux viennent aujourd'hui nous voir pour se faire aider parce que la réglementation est de plus en plus lourde et qu'il faut pouvoir, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement et donc on est véritablement force de proposition dans ces sujets-là. Et je suis très content de voir qu'aujourd'hui, les courtiers commencent à se poser des questions. Mais on va être honnête, on part de loin, de très très loin. Tu le sais, tu l'as vu dans différents réseaux. Et ça, que ce soit des gros réseaux ou des indépendants, il y a vraiment un gros boulot à faire. Mais là, je vais lever, justement, le ballon est passé à droite. Mais le digital, ce qui d'ailleurs est arrivé sur la partie gestion de patrimoine, où le digital aujourd'hui permet, parce qu'il y a une réglementation qui est encore beaucoup plus lourde. Et peut-être aussi plus ancienne pour certains. Et beaucoup plus ancienne, on a beaucoup plus de recul que sur l'IOB. Le digital, pour moi, la formation et le digital sont les deux domaines qui doivent nous aider au quotidien. Ludovic, effectivement, il y a des dans les parcours que tu proposes, c'est pas pour mettre en avant ou au contraire te mettre en porte-à-faux, mais dans ces parcours, il y a des alertes réglementaires qui sont positionnées, il y a des chargements de documents ou des préchargements si jamais les accords sont donnés, etc., pour pouvoir aider en fait l'intermédiaire à essayer d'être dans les clous, on va dire ça comme ça, par rapport à la réglementation. Tout à fait. On a beaucoup travaillé avec nos clients sur ces sujets-là de réglementation de parcours. Et bien sûr, la tech, je te rejoins comme là-dessus, c'est un des axes qui, en tout cas, ça va aider, en tout cas, à suivre ces process qui sont réglementés. Nous, si je peux parler des lois, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je fais au quotidien. Nous, on a développé déjà une partie où chaque courtier, chaque client peut paramétrer l'ensemble de ses documents contractuels et commerciaux directement, les intégrer, donc son mandat, sa confirmation de mandat, sa mise en relation, tout type de documents contractuels qu'il doit mettre à disposition du client à un moment donné. Et donc, il peut les paramétrer, les manager en continu. Donc ça, c'est un premier point. Et pour tout type de produit, puisque on peut avoir des documents contractuels et commerciaux différents en RAC, en crédit pro, en crédit mo, en crédit conso. On peut même paramétrer pour l'assurance emprunteur, tout type de documents. Donc ça, c'est le premier point. Premier axe, d'avoir vraiment sa propre documentation réglementaire qui soit vraiment intégrée pour l'ensemble de ses collaborateurs ou d'un réseau. Parce qu'un réseau, ça a une vie encore plus forte, puisqu'il y a des entrants et des sortants. Oui, puis souvent des collaborateurs. On peut travailler à distance aussi. Et deuxième axe qu'on a travaillé énormément, parce que là c'est un axe qui est un peu plus simple, mais qu'il faut déjà mettre en place. Le deuxième axe, c'est que dans LOA, tu peux paramétrer le parcours du courtier. C'est-à-dire que tu peux lui bloquer le parcours, l'avancement, suivant si le réglementaire a été validé ou pas. Ça, c'est un axe fort. Puisqu'il peut faire donc la mise en relation, tout de suite un document apparaît, et il pourra à l'étape d'après, par exemple, récupérer les pièces. Ou monter le financement. Avec l'inconvénient, c'est que, puisque c'est l'administrateur, c'est ton client, dernier ressort, qui pilote l'utilisation de l'outil, c'est que si jamais il veut pas, excusez-moi du terme, mais je l'ai forcément entendu, et vous l'avez entendu, bloquer le business, il peut, entre guillemets, essayer de chuinter ce genre de choses-là pour que, en fait, ces verrous réglementaires que tu proposes dans la version alpha soient plus du tout aussi efficaces dans la version bêta. Ouais, mais justement, en fait, c'est pour ça que dans notre échange, c'est intéressant, c'est qu'il faut voir l'ensemble. L'avantage d'avoir un espace client, un espace emprunteur, c'est que c'est pas verrouillé très longtemps, puisque le client est alerté automatiquement par email, comme quoi il y a un document qui a bien sa disposition. Il peut le signer en signature électronique depuis son smartphone à tout moment, et à n'importe quelle heure, 7 jours sur 7. C'est ça la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, la tech, l'automatisation, on peut aller très très loin dans la relation réglementaire et de pouvoir la valider et l'acter. En plus, si vous avez un contrôle, et j'aime bien ce que tu dis, ça peut être un contrôle inopiné, mais des fois un peu poussé, c'est de se dire que tout est enregistré dans une base de données.
tout est logué. Et donc, c'est très facile à un moment donné de pouvoir dire, attendez, nous respectons la réglementation dans la globalité. Puisque je sais à quel moment, dans quel moment de la relation, à quel jour, à quelle heure j'ai envoyé tel document, quand le client l'a reçu, quand est-ce qu'il a signé, et quand est-ce que je suis passé l'étape d'après, etc., etc. La tech et pour une fois, va avec le réglementaire. Ce qui souvent peut être un frein. Et aujourd'hui, la tech permet d'intégrer le réglementaire complètement dans un parcours d'un courtier professionnel, sans que ça ait un impact négatif ou que ça l'arrête dans le développement de son business ou dans le montage de ses dossiers. Je précise juste que ça reste l'intermédiaire qui est responsable de sa conformité et non pas l'outil qui est là pour aider, mais qui, en cas de contrôle, n'aura pas de sanctions ou autre. C'est bien à l'intermédiaire lui-même de respecter ce qu'il doit faire en matière de réglementation. Mais il faut encore avoir un outil qui permette de pouvoir le mettre en place et de pouvoir l'historiser et de pouvoir le tracer. Alors, on arrive bientôt au terme de cette table ronde, mais ça passe très vite avec vous, y compris sur des sujets pas forcément les plus passionnants. Mais c'est agréable. Comment est-ce que... Non, mais sur la réglementation. C'est toi-même qui l'as dit. Moi, je l'ai pas pris pour moi. Comment est-ce que vous voyez cette évolution justement de notre métier? Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers de l'hyperspécialisation avec de la complémentarité entre les uns les autres? Est-ce qu'on va être plutôt le super généraliste qui va ensuite orienter? Parce qu'on a parlé des activités connexes, mais on pourrait parler aussi des services périphériques où on est juste, je pense à du déménagement, je pense à des choses qui touchent les projets de nos clients par rapport à ça. Et ce profil, est-ce qu'il va pas à un moment ou un autre se télescoper avec d'autres profils tels que le CIF, conseiller en investissement financier ou gestionnaire de patrimoine, c'est une terminologie plutôt générique, mais voilà. Mais est-ce qu'on va pas avoir un risque d'aller jusque-là, ou est-ce qu'au contraire c'est une certaine fusion qui est en train de se placer, qui est en train de prendre ses marques, d'après vous? Moi, j'ai toujours dirigé cette entreprise en étant convaincu que c'était un métier d'hyper spécialiste et que c'était pour cette raison d'ailleurs qu'on avait pris des parts de marché et qu'on avait performé ou en tout cas intermédié une part des volumes de crédit débloqués chaque année supérieure à l'année précédente et en travaillant en partenariat avec les banques, c'est aussi parce qu'on est des spécialistes du crédit immobilier, qu'on connaît les produits de chacune des banques mieux même que leur propre réseau, qu'on a pris cette place. Donc je continue à diriger l'entreprise, la développer, avoir des ambitions en étant convaincu de cela. Mais effectivement, ça n'empêche pas d'avoir une réponse globale avec des hyper spécialistes par ligne de produit ou par grande famille, avec les agréments, avec les formations, avec le contexte réglementaire qui, de toute façon, fait la différence au point zéro. À savoir qu'on passe un temps, nos équipes commerciales passent un temps non négligeable chaque année, et je suis dans le parcours là, puisqu'on est bientôt le 31 décembre, des 15h et des 7h et de toutes ces heures. C'est très bien parce qu'en réalité, ça aligne aussi les compétences et les professions vers plus de sécurité juridique, plus de sécurité vis-à-vis de nos clients et des consommateurs de ces produits financiers. Et c'est très bien, mais moi je suis convaincu que tous ces services périphériques peuvent être un plus et qu'on peut les pousser quand c'est demandé par les clients. Je reste quand même intimement persuadé que sur des métiers à proprement parler, l'hyperspécialité est, à mon sens, un gage d'expertise et de profit. Et la façon de se développer, de développer nos entreprises demain. Avec le risque, si jamais on développe trop loin cette notion de contagion d'activité et de multi-activité,
c'est celui que certaines banques ont déjà connu aussi, c'est que le client puisse se sentir un peu prisonnier d'une relation générale. Et je vois quand même certains de nos confrères se positionner et je me demande jusqu'à quel point ils vont pas être eux-mêmes confrontés à ce qu'on rencontre dans certaines banques où on voudrait prendre le client dès son intention de faire son projet jusque bien après la réalisation et avec tous les cheminements qui se passent là-dessus. Hyperspécialisation, polyvalence, polyvalence de l'information et de la formation, mais cœur d'expertise. Ton avis, Com? Moi, je souscris à ce que dit Ludovic. Je pense qu'on peut être hyper spécialisé, mais multi-compétences. Pour autant, on peut pas être fourre-tout. Voilà. Et donc, ça passera par la formation. Et j'en prends par exemple que dans l'ensemble des réseaux aujourd'hui, qu'ils soient petits, grands, on voit que tous sont en train véritablement de monter le cursus de la formation. Ça signifie bien que les courtiers ont envie de se spécialiser. Notamment, on voit beaucoup le pro aujourd'hui, depuis quelques années. Alors, on a beaucoup de mal à le quantifier parce que, d'un point de vue de l'ORIAS, le pro, ça rentre dans autre. Donc, forcément, c'est pas très pratique. Ou pas. Mais, ça sera l'objet d'une autre discussion. Mais il est certain qu'en tout cas, on voit de plus en plus, et on est sollicité sur cette partie pré-pro. Je le vois aussi parce que la technologie, l'IA, est en train d'automatiser beaucoup de choses aussi sur le particulier. Certains acteurs se disent il faut peut-être aussi aller un peu plus sur le professionnel, que intellectuellement certains s'y retrouvent aussi beaucoup. Mais ce que je trouve bien dans notre métier, c'est la capacité de se dire j'ai le champ des possibles devant moi, je peux rester sur du particulier, je peux me spécialiser, mais en tout cas chacun peut y trouver son compte. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est aussi les clients qui feront un peu l'avenir de demain et de qu'est-ce qu'ils attendent. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont un lien qui est un petit peu brisé avec les banques parce qu'on a voulu tout leur vendre et au final ne plus répondre à ce qu'ils voulaient au début. Donc il ne faut pas qu'on tombe effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, dans les mêmes travers. Mais je crois qu'on a un lien de confiance avec les clients et qu'il faut aujourd'hui conserver ce lien et voir où ça nous mène. Je pense qu'on est au début de ces changements. Mais surtout, il faut laisser la place à chacun de s'épanouir aussi dans les domaines d'activité qu'il souhaite. Ludovic, oui, c'est un projet ambitieux. Je veux être à la fois spécialiste, je veux être à la fois généraliste pour pouvoir l'identifier. La notion de passion, on l'évoquait dans une autre table ronde, la notion de passion du métier, elle est là. La passion, l'envie de service auprès du client. La règle derrière, elle est quand même pas évidente. C'est à quel point je laisse le client, toi qui es quand même issu du marketing digital, etc. Le client, on sait très bien qu'aujourd'hui, il est plein d'ambiguïté. Je voudrais bien avoir quelqu'un qui m'aide en permanence et je voudrais bien quand même être libre de ma décision. Donc, avoir un panel de solutions disponibles pour le client, ok, mais qu'il puisse quand même avoir la liberté de faire du picking ou pas. C'est un enjeu, y compris pour ces systèmes, ces architectures informatiques de communication, alors avec les banques, avec d'autres acteurs. C'est quoi? C'est cette clé? C'est cette sorte de grand nirvana où on a une matrice qui distribuerait un peu auprès de tout le monde? C'est ça ton rêve? Ouais, clairement. Les banques, depuis maintenant 15-20 ans, on a vu la banque assurance, maintenant, qui prend des parts de marché, qui est maintenant devenue assez importante sur la partie assurance. Et les banques, elles sont focus sur le banque as a service. Elles doivent devenir maintenant le produit ou le service, puisque derrière, ça va être la capacité à pouvoir apporter du financement et de l'assurance. Le produit, on voit bien, maintenant, la banque fait de la promotion immobilière. La banque vend des véhicules, vend ou loue, etc., etc. Donc la banque est partie sur une galaxie complète sur chaque marché en devenant le produit et le service, puisque derrière, elles vont pouvoir le financer et l'assurer. C'est comme ça qu'elles ont compris leur stratégie pour les 20 ou 30 prochaines années, pour pouvoir que le modèle tienne toujours. Ça, c'est le premier point. Il y a un des précurseurs sur ce sujet-là, c'est Ronan Lemoyle, qui était patron d'Arkea à l'époque, qui avait déjà parlé, on va dire, du Amazon financier, mais ce banque as a service, d'avoir les services et d'avoir cette partie process complet. Le deuxième inconvénient de la banque aujourd'hui, c'est pour ça que ça fonctionne et que les clients sont peut-être un peu mécontents, c'est que vous êtes en
perpétuelle rupture de parcours et de process. C'est-à-dire que vous avez votre conseiller pour la gestion de votre compte et peut-être votre crédit immobilier, l'assurance, vous devez redire les mêmes informations à quelqu'un d'autre, etc., etc. Le jour où la banque va arriver à avoir ce parcours complet, sans rupture avec son client, vous allez voir que ça va être phénoménal. Et le courtier... Non, mais le courtier... Eh bien, le courtier... Il va s'inscrire dans le sillon. Mais bien sûr, obligatoirement. Et le courtier, pour ça que leur stratégie, je pense que c'est la bonne, puisqu'aujourd'hui, on le voit, c'est ce qui les fait grandir et qui fait leur chiffre d'affaires. Si vous regardez le chiffre d'affaires et les marges sur simplement le métier de base bancaire inexistant aujourd'hui, c'est les services annexes et devenant un produit sur des marchés annexes qui font aujourd'hui leur blé et leur business. Et le courtier, pour moi, doit et va aller dans ce sens-là obligatoirement, puisqu'en fait, le client a quand même ce besoin-là à un moment donné, d'avoir une logique d'accompagnement et de service, il est satisfait d'avoir un suivi. Et ce courtier pourrait être... l'humain, mais derrière tout ce panel de services adressés, mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Voilà, dans le parcours, dans le processus et dans le besoin. C'est là où il faut une superbe architecture, un bon CRM. On ne peut pas avoir un logiciel qui fait tout, ça n'existe pas dans la vie. Voilà, ça c'est impossible. Vous devez prendre des logiciels qui sont performants, percutants sur chaque produit. Et après, techniquement, voilà, si vous avez un bon CRM et une plateforme qui est apaisée, vous pouvez injecter, renvoyer, transmettre, intégrer des produits, des données clients en continu et d'avoir toujours cette logique de produit et de service plus sans avoir cette rupture ou de relation client qui est cassée à chaque élément que vous devez présenter ou vendre un produit. Merci. On est au terme de cette table ronde. Je voudrais juste vous faire reparler chacun, mais quelques secondes, quelqu'un qui se pose la question de savoir s'il a intérêt à se diversifier, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil avant qu'il prenne sa décision ? Le premier des conseils à lui donner, c'est de savoir quel est son temps disponible. C'est un sujet... je veux dire, si on se met à diversifier son activité vers des activités connexes ou moins connexes, il faut partir du principe qu'on va le faire avec sérieux, compétence, expertise, avec un mini ou un vrai BP, avec des ambitions. Si c'est pour faire... si pour le coup c'est pour faire une affaire de temps en temps, autant le faire en indication d'affaires avec une société extérieure à sa propre entreprise. Si on a des ambitions, il faut y consacrer un peu de temps et s'entourer de bonnes personnes, que ce soit dans de la co-entreprise ou dans du rachat d'entreprise ou le développer soi-même. Mais en tout cas, avant toute chose, c'est pour ça que je faisais bien la différence entre la diversification en défensif ou comme véritable stratégie. Quand on est courtier en crédit immobilier à la fin de 2025, normalement, on a de quoi occuper ses journées. Donc, il faut quand même vraiment réfléchir à cela et savoir si c'est quelque chose sur lequel on se projette sur plusieurs années et pas sur les 2-3 semaines qui arrivent. Exactement. Avoir un peu de suite dans les idées. Donc, du temps disponible. Merci Ludovic. Côme. Merci pour ta question piège. Non, mais elle est posée à tout le monde. Alors, je voulais rajouter sur la diversification, il n'y a pas que le métier de courtier qui est concerné, puisque on le voit dans la Transac aussi de plus en plus. C'est pour ça que, excuse-moi, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est aussi bien partant du courtier en crédit vers d'autres métiers que d'autres métiers qui arrivent sur le courtage. Qui arrivent qui arrivent, c'est pour ça que je voulais faire le lien, qui arrivent sur le métier de courtier. On voit des grands réseaux aujourd'hui qui vont sur le métier de courtier, soit en formant des courtiers, en allant en chercher d'autres. Donc on a vraiment une transformation du paysage en ce moment. Je crois que la priorité, c'est aussi de penser client, donc c'est la compétence. Pour répondre à ta question, quel est le conseil ? Moi, j'aurais tendance à dire, pour rejoindre ce que dit Ludovic, si c'est pour 2-3 jours ou 2-3 semaines, il n'y a pas d'intérêt, autant travailler en synergie. Et c'est ça, c'est pas ce qui manque aujourd'hui sur le marché. Et je pense, et je reviens moi à quelque chose de très important pour moi, c'est la formation. Je parle pas que des 15 heures et des 7 heures qui nous embêtent toujours en fin d'année, mais une véritable formation qui nous permette de voir si la matière nous intéresse, de permettre de monter en compétences et derrière de choisir vers quelle spécialisation on a envie de se tourner. Merci Côme. Ludovic, pour boucler. Ouais, moi je dirais élargir son marché pour pas être dépendant des fluctuations qui arrivent et des problématiques économiques.
l'indépendance en fait de business, simplement ça. On l'a bien vu les 2 dernières années, Ludovic l'a très bien dit. Courtage en crédit immobilier était très dur, très rude. On l'a ressenti chez nos clients aussi. On a essayé d'être un soutien et de proposer plein de solutions diverses et annexes pour cette diversification. Donc être indépendant, c'est-à-dire de pouvoir avoir à un moment donné pour se raccrocher. Voilà, mais par contre, il faut le faire de la bonne manière, bien processé, sur du moyen long terme. Sur le court terme, ça marche jamais, ce type de stratégie. Donc une stratégie d'indépendance et d'élargissement de son marché, je pense que ça, c'est les bons conseils pour les prochaines années. Merci Ludovic, merci à tous les trois pour votre franchise et la clarté de vos propos et puis pour votre éclairage sur ce sujet qui concerne beaucoup de monde de façon directe ou indirecte. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas un seul de nos confrères qui ne s'est pas posé cette question ces 24 derniers mois. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Merci, bonne soirée à vous. Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.